les premières déclarations de Vuk Drašković paraissaient un peu comme une initiative isolée, comme une initiative personnelle. Autant ce soir, les propos confirmés que Vuk Drašković confirme, et quand il précise qu'il a le soutien du président serbe Milan Milutinović et du gouvernement fédéral, au lieu d'une faille que l'on pouvait imaginer hier, on a plutôt l'impression ce soir d'une première tentative, d'une première petite main qui est tendue pour trouver éventuellement une solution pacifique et surtout trouver un accord sur cette force internationale au Kosovo qui est véritablement la pierre d'achoppement pour un règlement de la crise. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est quand même c'est la première fois depuis 48 heures et depuis un mois de bombardement que l'on a enfin, je dirais, qu'on n'a plus ce paysage complètement, ce paysage politique et médiatique complètement monolithique et uniforme. C'est pour la première fois que l'on a un peu des discours différents et un peu un souffle nouveau dans un pays où il y avait véritablement une chape de plomb qui s'était installée depuis le début des frappes de l'OTAN. Alors justement, Catherine, est-ce que Vuk Drašković est représentatif, on va dire, d'un courant politique qui existerait en Yougoslavie aujourd'hui ? Non, je ne crois pas qu'on peut dire qu'il est véritablement représentatif, même s'il a été élu et son parti, le SPO, le mouvement serbe du renouveau, a été élu au Parlement en fin 97. Il ne faut pas oublier quand même que Vuk Drašković dépend un petit peu du bon vouloir aussi de Slobodan Milošević, qui peut l'utiliser de la même façon, qui peut utiliser beaucoup plus à sa droite le radical et l'ultranationaliste Vojislav Šešelj. Et puis ce soir, visiblement, ça montre bien qu'il n'a pas agi par initiative personnelle, qu'il a agi parce que Milošević voulait bien qu'il agisse et voulait bien qu'il parle. Je crois qu'on verra dans les jours qui suivent, effectivement, s'il est en mesure d'assumer une initiative personnelle et qu'il est représentatif de quelque chose selon s'il est maintenu ou pas dans ses fonctions. Si Slobodan Milošević n'est pas d'accord et si Vuk Drašković peut être dangereux pour son propre pouvoir, dans ce cas-là, Vuk Drašković sera très rapidement et très facilement écarté du pouvoir. Catherine Monet, merci. Donc en direct ce soir de Belgrade. Et puis autre geste de bonne volonté de la part de Belgrade. Le président du Comité international de la Croix-Rouge a été reçu aujourd'hui par Slobodan Milošević. Et puis invité ce soir de nos confrères de France 2, il a affirmé qu'il avait reçu le feu vert pour intervenir au Kosovo. Pour l'instant, on le sait, la Croix-Rouge est bloquée aux différentes frontières. Il a affirmé que Slobodan Milošević était engagé officiellement et qu'il était donc favorable également au retour rapide des réfugiés dans leur pays. Et de leur côté, les Européens restent unis derrière l'OTAN. Les ministres des Affaires étrangères étaient réunis aujourd'hui à Luxembourg. L'étau se resserra un peu plus autour de Belgrade. L'Union européenne impose le gel des avoirs serbes à l'étranger. L'Europe qui approuve aussi l'embargo pétrolier. Puis l'Albanie sous perfusion, le pays est à la recherche d'un soutien financier. Aujourd'hui, 60% de sa population est au chômage. Une situation de quasi-faillite après des années de dictature communiste et de scandales financiers. Beaucoup d'habitants avaient été ruinés après l'effondrement notamment des caisses d'épargne pyramidales. L'Albanie qui revendique donc aujourd'hui sa position de base arrière pour l'OTAN et qui accueille effectivement les soldats de l'Alliance. Reportage de nos envoyés spéciaux Xavier Aglin et Jean-Jacques Buty. C'est une scène désormais quotidienne autour de l'aéroport de Tirana. Ils sont des dizaines à se presser ici devant la porte du camp militaire de l'OTAN dans l'espoir de décrocher quelques heures de travail dans l'enceinte de la base aérienne. Les Américains font appel à eux de temps en temps, moyennant un salaire de 1 à 3 $ par heure, une véritable manne financière pour tous ces chômeurs. C'est très important pour moi de trouver du travail ici. Ça fait 5 ans que je suis au chômage et pour faire vivre ma famille, c'est très dur. Il y avait seulement une poste pour électriciste, mais je ne suis pas spécialiste professionnel, mais amateur, oui. L'Albanie est le pays le plus pauvre d'Europe. 2 chiffres pour comprendre. On dit ici que 2 Albanais sur 3 sont sans emploi. Le revenu moyen ne dépasse pas les 270 francs par mois et par habitant. Dans ces conditions, l'afflux des 360 000 réfugiés du Kosovo pèse lourdement sur la vie du pays et l'aide humanitaire ne suffira pas longtemps pour faire face. Il ne nous faut pas uniquement de l'aide humanitaire, mais également des crédits à taux très bas. Pas seulement pour aider l'État à rembourser ses dettes, mais aussi pour investir et créer des emplois.
D'autant que l'aide humanitaire a des effets pervers. Au marché de Berry, les commerçants disent devoir maintenant baisser leurs prix face à la concurrence de produits distribués gratuitement. Dans le même temps, la fermeture de la frontière serbe ou l'engorgement des ports gênent leur approvisionnement. Oui, il y a des difficultés, surtout avec l'Italie où les ferries sont très chargés. Mais c'est vrai que le plus urgent, c'est de faire venir le matériel de l'OTAN. Il y a des difficultés, oui. Une population extrêmement pauvre, un État très endetté, sans aide extérieure, l'économie albanaise n'est pas prête de sortir de la crise. Un billet pour la France, l'histoire aussi de cette famille du Kosovo qui a pu trouver refuge. C'est un homme qui a multiplié les démarches et qui a très vite décidé de se rendre sur place. Reportage France 3 Strasbourg, commentaire Marc Brucker. Un intense moment d'émotion, celui des retrouvailles en gare de Strasbourg de la famille Idrissaï, une famille que la guerre a séparée. Pour les Idrissaï, après la faim, l'horreur de la répression et la terreur, c'est une nouvelle vie qui commence. À Bar, dans la maison du fils Fatmir, un vrai repas chaud les attend. Le réconfort après l'enfer du Kosovo. On a dû s'enfuir du Kosovo pour échapper à la répression et à la machine de guerre serbe. Nous sommes allés en Albanie, un pays où les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Nous sommes donc très soulagés d'être en France, mais on espère aussi que toute cette horreur se terminera bientôt pour que l'on puisse retourner dans notre ferme, au Kosovo. L'Alsace, c'est la fin d'un pénible et long périple. Il y a quelques jours encore, la mère et la famille de Fatmir Idrissaï étaient réfugiés au camp de Rochaï, au nord du Monténégro, à la frontière avec le Kosovo. Avant leur départ, ils ont passé plus d'une semaine dans ce vieil entrepôt désaffecté et insalubre, exposé à tous les vents. Le passage en Albanie, c'est à un ami qu'ils le doivent. À Tirana, la capitale, ils ont connu le processus usant des démarches administratives à répétition, jusqu'à 4 rendez-vous par jour à l'ambassade de France. Et malgré un dossier en règle, c'est plusieurs jours d'attente qu'il aura fallu avant de pouvoir enfin décrocher ce fameux visa pour la France, terre d'asile, avant le retour espéré dans leur ferme du Kosovo. Une présentatrice assassinée en Angleterre, cette vedette de la BBC avait présenté la semaine dernière une émission consacrée aux derniers attentats à Londres, attentats à caractère raciste. Une affaire qui rajoute donc au climat de violence que connaît en ce moment la Grande-Bretagne. Commentaire Élise Galland. Gilles Nando était l'une des présentatrices les plus populaires de la BBC, très dévouée à son public. À 38 ans, elle présentait occasionnellement le journal de 18h et aussi une émission consacrée au tourisme. Mais depuis 5 ans, sa facette la plus célèbre était ce programme, Crime Watch, destiné à élucider les crimes non résolus avec l'aide des téléspectateurs. Et le dernier dossier de l'émission, traité mardi dernier du terrible attentat à la bombe, sans doute raciste, perpétré dans le quartier de Brixton le 17 avril. Aujourd'hui, elle a été assassinée dans cette rue de l'ouest londonien. Peu avant midi, elle a été découverte ensanglantée et défigurée sur le seuil de son domicile par 2 voisins. Elle a été attaquée manifestement. Je ne sais pas si elle l'a été avec un couteau ou avec une autre arme. En tout cas, ça s'est passé très vite. Et quand je l'ai vue, elle était inconsciente. Peu après, Gilles Nando est décédé dans l'ambulance qui l'a menée à l'hôpital. Ce soir, les résultats de l'autopsie ont établi qu'elle avait été tuée d'une balle dans la tête. Aucun motif pour ce crime n'a été avancé. Scotland Yard a seulement diffusé le signalement d'un suspect, un homme brun, âgé de 30 à 40 ans, élégant et s'éloignant en courant des lieux du crime, un téléphone portable à la main. Cette semaine, la présentatrice faisait encore la couverture d'un magazine et elle avait annoncé son intention de freiner sa carrière pour se consacrer à son mariage prévu l'automne prochain. Ce soir, l'Angleterre est bouleversée par ce drame. Les journaux télévisés y ont consacré la plus grande partie de leur édition devant le Kosovo et la campagne d'attentats racistes à Londres. La nouvelle affiche du RPR, premier meeting de campagne des Européennes pour Nicolas Sarkozy. Alain Madelin n'était pas à ses côtés, mais le président par intérim avait choisi le 15e arrondissement de Paris de son ami Édouard Balladur. Un RPR qui n'a toujours pas digéré la fronde de l'UDF et de François Bayrou. Reportage Éric Thibault et Alexandre Dupont. Voilà une nouvelle campagne qui commence pour la liste RPR Démocratie libérale. Les gaullistes veulent croire que Nicolas Sarkozy va les doper dans ce combat électoral. Et Édouard Balladur, lui, n'en doute pas un instant. Je compte sur lui pour que
À l'issue de cette réunion, grâce à son talent, son allant, son courage et son dynamisme, nous soyons tous dopés pour cette campagne. Alors les ennemis d'hier et d'aujourd'hui sont tous là, au premier rang pour acclamer le nouvel espoir gaulliste. Mais Nicolas Sarkozy ne digère toujours pas le refus des centristes de faire l'union. Car pour lui, le seul enjeu, c'est de battre les socialistes. L'Europe ne s'en trouvera pas changée parce que telle ou telle liste aura un député de plus ou un député de moins. Ce qui s'en trouvera changé dans la vie politique française, c'est est-ce qu'on sera devant, est-ce qu'on sera derrière, est-ce qu'on sera à égalité de la liste socialiste. Les gaullistes se présentent comme les champions de l'Union, mais ils savent aussi qu'ils devront compter avec l'UDF au lendemain de ce scrutin. Il n'est pas bon que des querelles artificielles fassent revivre des débats que l'on croyait définitivement rangés au magasin des accessoires. Donc, soyons ouverts au rassemblement. De toute façon, il faudra nous retrouver le 13 juin au soir. Bref, le RPR et Démocratie libérale aimeraient bien battre les socialistes. Mais en attendant, Nicolas Sarkozy fait tout pour devancer les listes de ses anciens amis, celles de l'UDF et celles de Charles Pasqua. Les marchés financiers, un coup d'œil maintenant sur nos indices à New York et à Paris. Littérature, le retour de Mongo Betty. L'écrivain camerounais a pu enfin rentrer dans son pays. Il avait été interdit de séjour pendant de longues années. Le professeur de lettres qui enseignait à Rouen signe cette fois un roman qui tourne à la farce. Rencontre signée Dominique Poncet et Guy Nevers. Quand il était professeur de lettres à Rouen, il ne rêvait que d'une chose, pouvoir retourner travailler dans son pays natal, le Cameroun. Mais le régime dictatorial refusait tout ticket de retour à cet opposant qui avait en plus l'outrecuidance d'écrire des romans subversifs dans la langue de l'ex-colonisateur. Il y a 5 ans, Mongo Betty a enfin pu regagner Yaoundé où il a ouvert une librairie. Malgré les risques, il continue d'écrire. Qu'est-ce qui vous a donné le goût du mot ? Il y a la culture orale africaine qui est très poétique, qui sait jouer avec le mot, mais en vernaculaire, en langue vernaculaire. Et puis il y a l'influence française. J'ai été amené à l'écriture autant par le goût du mot que par un esprit de militantisme. Ses premiers livres, ce militant les consacra d'abord à démolir rageusement les préjugés concernant les Africains. Mais depuis la décolonisation du Cameroun, c'est l'état de précarité de son pays qu'il ne cesse de dénoncer, à travers des romans grinçants mais pleins d'humour. Ça a dû être pour vous une déchirure intérieure terrible. Vous enseignez la langue et vous écrivez dans la langue de vos colonisateurs. C'est ambigu, c'est très ambigu. La langue française est la langue du maître, c'est vrai. Mais c'est aussi la langue dans laquelle ont écrit beaucoup de révoltés. Donc, je n'ai jamais ressenti le français comme une langue ennemie, hostile. Mon premier jet se fait toujours en français. Je n'ai pas besoin de penser en camerounais avant d'écrire en français, pas du tout. J'écris tout de suite en français. Mais quand vous écrivez, vous vous sentez plus africain que européen ? Je suis incapable de répondre à cette question. Mongo Betty ne peut pas répondre parce qu'il est homme de paradoxe. Il écrit comme Alexandre Dumas, mais exclusivement sur l'Afrique. Le commentaire maintenant de notre dessinateur ce soir, Deligne, qui imagine Jacques Chirac très mécontent des dernières divisions à droite et des rivalités dans son propre camp. La une maintenant de vos quotidiens, revue de presse signée Alain Dévé.
Un tournant. Sommes-nous réellement à un tournant dans la guerre au Kosovo? La Voix du Nord, comme l'ensemble de vos journaux, se pose cette question. Le Populaire du Centre explique que des dissensions viennent d'apparaître au sein de la coalition au pouvoir à Belgrade. Et pour François Bessé dans l'Alsace, c'est bien la preuve que les frappes sapent le moral de Belgrade. Mais si le pouvoir serbe se fissure, écrit Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne, cela ne peut que renforcer la volonté de l'OTAN de poursuivre cette guerre d'usure en imposant un embargo pétrolier. Mais Jean-Emmanuel Ducoing de l'Humanité ne croit pas quant à lui à l'efficacité d'un blocus maritime. Je crois que Jacques Chirac a raison, ça va surprendre un peu que je le dise, mais effectivement, le blocus maritime, c'est un acte de guerre supplémentaire. Et va-t-on arraisonner les bateaux russes en mer Adriatique pour empêcher éventuellement un bateau de passer et d'emmener du pétrole en Yougoslavie? Non, je crois que c'est un acte de guerre supplémentaire, comme je le disais, et en plus, on sait très bien que c'est improductif. Et puis vos journaux, à l'image de la Corse, reviennent également sur la mise en examen et la mise sous écrou de 3 gendarmes. L'Union explique qu'ils sont mis en cause dans l'incendie d'un restaurant près d'Ajaccio. Pour Jean-René Laplaine dans la Provence, c'est une affaire qui met le feu aux poudres et qui risque de devenir un brûlot politique. C'est une affaire gravissime, écrit Pierre Taribaud dans l'Est républicain, et notre confrère ne voit pas comment le préfet Bonnet pourrait rester en place. Oui, car c'est l'état de droit qui se trouve ridiculisé par cette affaire rocambolesque, note Libération. En tout cas pour Jacques Camus dans la République du Centre, si l'État a vraiment joué avec les allumettes, c'est une faute s'ajoutant aux nombreuses bavures qui ont marqué l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac, c'est aussi une nouvelle insulte à ce martyr. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, un deuxième film ce soir sur France 3. Le prochain rendez-vous avec la rédaction demain le 12-13 vous sera présenté par Louis Laforge. Très bonne fin de soirée. Merci. James Coburn le croit immortel. À lui de mériter sa renommée. Croix de fer tout de suite sur France 3. Elles sont 12 femmes aux nationalités différentes que le destin, l'horreur, un jour a réunies. Le privilège capital a été de sortir sa peau de là. Déportées à Auschwitz, elles faisaient partie de l'orchestre du camp. Ces femmes devaient jouer lors de l'arrivée des convois ou pour divertir les SS. En inondant ce violon de larmes, j'ai joué la chaconne de Bach. 53 ans plus tard, elle témoigne pour que personne n'oublie. Moi, je savais qu'ils vont mourir dans une demi-heure. Est-ce que je pouvais chanter? La chaconne d'Auschwitz, c'est un film hors série à ne pas manquer mercredi à 20h55 sur France 3. Alpha 156, c'est les speed. La nouvelle Alfa Romeo à changement de vitesse séquentiel par commande au volant ou par sélecteur central. Tu as entendu ça? Ça, c'est du changement de vitesse. Alpha 156, c'est les speed. Puissance et maîtrise au bout des doigts. Enquêtez sur votre futur employeur. Ses dirigeants, sa croissance, ses bénéfices par Minitel 3617 Vérif. Pour une meilleure information sur les entreprises. RTL2 présente Bruce Springsteen, un regard différent sur son œuvre, le sien. L'autoportrait de Bruce Springsteen en 18 titres et 48 pages d'une interview exclusive en français. Un CD, un livret de 48 pages, Bruce Springsteen comme vous ne l'avez jamais lu. Que signifie ce symbole? Ah oui, que signifie cette espèce de Eh bien, ça veut dire euro. Mais Evelyne, ne dirait-on pas une lettre grecque? En fait, c'est un E qui symbolise l'Europe, mais avec 2 traits en plus pour évoquer la stabilité de cette monnaie, comme le yen et le dollar. Tu vas me trouver idiote, mais elle ne devait pas s'appeler écu, la monnaie européenne. Elle a failli s'appeler écu, mais euro, c'est plus universel, et ça a fait tout de suite l'unanimité.
Salut. Les chaussures vous intéressent? Non, des chaussures roses, mais ça va pas. Et voilà. Vous êtes cerné, rendez-vous pour le film sur France 3 avec TéléZ. Au fait, vous êtes au courant pour cette nouvelle radio? Amis de Saint-Méran, bonjour. Pour tout savoir sur votre ville et ses petits secrets, Radio Corbeau. Radio Corbeau? C'est inconvenant, c'est vulgaire. Ah bah ça va être l'heure des infos. Aujourd'hui, le carnet rouge Radio Corbeau réveillé à Saint-Méran. Vous êtes incapable de maintenir l'ordre. Allez, on va s'en charger, hein? J'ai l'impression que ça va encore chier, hein. Comme tu dis. C'est un étranger un peu bizarre, il vit avec une négresse. Qui sait ce que vous ferez quand vous serez sur Radio Corbeau? Jeudi, 20h55 sur France 3. Hans Young Klein.